Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Médiane TV dans On se dit tout. Alors après une séparation, un divorce, certains parents entrent dans un cercle de haine, dénigrant systématiquement l'autre parent. Et cela bien sûr non sans conséquences sur l'enfant. Selon les spécialistes, c'est une véritable maltraitance pour le psychisme de l'enfant et cela porte le nom de syndrome d'aliénation parentale. On vous dit tout ce matin. Ce syndrome d'aliénation parentale, nous en faisons aujourd'hui une thématique dans On se dit tout et on en parle avec deux spécialistes. Docteur Soraya Dormi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous Merci êtes pédopsychiatre. Et Zinab Lahmati, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là également. Vous êtes coach parental certifié. Mesdames, merci d'être là pour cette thématique. D'abord, est-ce que c'est un sujet connu selon vous, docteur Soraya Dormi? Est-ce que c'est, on va dire, c'est connu et reconnu par la population? Alors, Avant d'expliquer ce que c'est exactement. le syndrome d'aliénation parentale, il faut savoir qu'au niveau médical, dans les manuels diagnostiques, ne figure pas en tant que tel. Hein. On va parler plutôt d'abus psychologiques ou d'abus émotionnels, hein, dans le DSM par exemple. Mais par contre, cliniquement, c'est des choses effectivement qu'on peut voir dans des contextes, comme vous avez dit, de divorce ou de relations parentales conflictuelles. Ok, mais on va dire, tout un chacun n'est pas véritablement conscient de cette problématique-là, du syndrome d'aliénation parentale. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas communément. On n'en parle pas communément, effectivement, mais c'est des situations cliniques que les professionnels croisent fréquemment, Voilà, très fréquemment. On parle peut-être surtout de conséquences de divorce sur les enfants, mais on ne porte pas cette appellation. Effectivement, c'est pas un dénigrement d'un parent envers un autre, mais c'est bien plus grave que cela. C'est lorsqu'un individu perd de sa force propre au profit d'une puissance. On parle d'aliénation psychique ou bien d'aliénation sociale. Donc c'est lorsque un parent met toute son obstination à dévaluer l'autre parent et puis il instrumentalise surtout son enfant. C'est ça. Dans son sens. Mais en fait, justement, on peut parler de la souffrance de certains enfants. Quand je dis on peut parler, c'est-à-dire nous, pas les spécialistes. On peut parler de la souffrance d'un enfant après le divorce de ses parents, mais on ne va pas au point de dire aliénation. Aliénation, voilà. Pourtant, ça existe et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, on explique aux téléspectateurs ce que c'est, docteur Dormi, le syndrome d'aliénation parentale. Alors, communément, c'est un désordre ou un trouble psychologique où l'enfant se retrouve dans des situations où il est soumis à une sorte de manipulation, à une sorte de lavage de cerveau, il faut le dire, d'une manière implicite, la plupart du temps, mais des fois, ça peut être explicite, dans le but de dénigrer, de détruire l'image de l'autre parent. Généralement dans des situations de conflit, de divorce et de situations assez conflictuelles. C'est ça. C'est en fait utiliser l'enfant pour faire du mal à l'autre. Pour continuer à le blesser. Pour continuer à le blesser, c'est ça. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par des mots méchants sur l'autre? Par des accusations à tort, par un lavage de cerveau, comme a dit docteur Dormi, par aussi un éloignement de l'enfant auprès de l'autre parent. Parce qu'au fait, on a un parent aliénant qu'on appelle manipulateur et un parent cible qui est le parent victime. Donc il y a une entrave de la relation. Et il y a aussi, bien sûr, soit une victimisation du parent aliénant ou bien une manipulation forte qui rend l'enfant au milieu d'un duel de loyauté entre deux personnes. Il doit choisir, limite. Alors, quand malheureusement, dans nos contextes, on le sait très bien, on ne va pas, on va dire, essayer de montrer une image qui n'est pas, mais on sait que dans nos contextes maghrébins, africains, lorsqu'il y a un divorce, souvent, les deux parents se déchirent. C'est houleux. Voilà, c'est houleux, se déchirent et se déchirent également à travers les enfants. Oui. Est-ce que c'est ça, le syndrome d'aliénation parentale? Ou bien c'est plus profond? Ou bien ce n'est pas visible à l'œil nu? Ou bien à partir du moment où les enfants sont des outils de négociation, de faire du mal, c'est de l'aliénation parentale? Alors vous avez tous les cas de figure, vous avez des degrés de sévérité. D'accord. Il y a des sévérités une intensité, on va dire, légère, mais ça peut aller à des cas très, très, très graves où il y a effectivement une rupture de lien
carrément, où ce parent ne va plus voir son enfant, ne va plus avoir accès à son enfant, et vous avez un lien qui est rompu à jamais. Les conséquences sont dramatiques à long terme. Dans le syndrome d'aliénation parentale, vous avez deux situations, vous avez deux facteurs. Vous avez l'enfant qui effectivement se retrouve dans un conflit de loyauté, et il doit choisir, et il opère un clivage, le bon parent, et il est bon jusqu'au bout, et mauvais parent, et il est mauvais jusqu'au bout. Il n'y a aucune autocritique par rapport à ça. Il va se ranger et s'allier vers le parent qu'il pense le plus souffrant, et commencer à nourrir progressivement des ressentis négatifs envers l'autre parent, malgré des souvenirs et des expériences très positives vécues et partagées avec ce parent. Le deuxième facteur, vous avez le parent aliénant. Ce parent aliénant, il y a des facteurs psychologiques quand même qui interviennent. C'est pas n'importe n'importe quel parent va tomber dans ce piège et va utiliser, on va dire, son enfant. Donc c'est une fragilité. C'est des personnes en général qui, devant l'échec de leur relation de couple et devant le déni de toute responsabilité, vont projeter tout ça sur l'autre parent. C'est lui le responsable, c'est lui le fautif. Il nous a abandonnés. Il nous a tous abandonnés. Il a préféré. Et donc ils vont adopter tout un processus, tout un argumentaire. Ils vont amener leur enfant à dénigrer et à nourrir des ressentis négatifs envers l'autre parent. Donc. Mais quand vous dites, pardon, c'est inconscient, mais c'est conscient quand même. C'est un processus qui est conscient. C'est conscient, c'est-à-dire que peut-être inconscient des conséquences que l'on va voir, mais conscient du mal que l'on a envie de faire. Dans le but de blesser ou de continuer à punir l'autre parent après un divorce houleux, comme on a dit. Et puis, si je peux rebondir par rapport à cela, le comportement de l'aliénation, c'est dévastateur pour un enfant. C'est vraiment un choc au niveau de la construction psychique d'un enfant. Et puis surtout, l'enfant adopte un raisonnement manichéen. Ça veut dire un parent a que des qualités et l'autre a que des défauts. C'est-à-dire que, voilà, c'est clair. C'est-à-dire qu'un est très gentil et l'autre est très méchant. Un clivage. C'est un clivage. Donc, du coup, l'enfant est entre un parent méchant mais fort et un parent gentil mais faible aussi. Et donc, moi, en tant qu'enfant, je dois soutenir mon parent gentil faible. C'est ça ? C'est-à-dire qu'on peut être gentil et fort aussi. Oui, mais dans la tête de l'enfant. Dans la tête de l'enfant, souvent l'enfant il va aussi vers le parent fort, même s'il est méchant. Donc ça dépend. Il y a deux situations où est-ce que l'aliénation se situe, d'un côté ou de l'autre. Est-ce que par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez à la suite d'un divorce, donc les enfants sont avec le papa et puis sont avec la maman et puis partent ou inversement, ils partent le week-end passé, on va dire, avec le papa et ils reviennent. Et quand ils reviennent, vous avez des mères qui vous disent ils me reviennent dévastés. Ils me reviennent transformés. Ils me reviennent presque méchants vis-à-vis de moi. Ils ne me supportent pas et j'ai besoin de temps pour recadrer les choses, reconstruire. Et puis arrive encore, après 2 semaines par exemple, ou le week-end où ils doivent repartir, et j'appréhende. Est-ce que ces enfants sont dans ce système d'aliénation parentale? Est-ce que le parent qu'ils vont voir exerce sur eux cette manipulation, docteur? C'est pas toujours le cas. C'est pas forcément le cas. Ça peut être un sentiment de malaise. Ces enfants-là souffrent. Ils ont besoin de temps d'adaptation par rapport à cette situation de séparation, ces 2 maisons, des changements conséquents qui sont quand même là. Donc, il ne faut pas que les mamans ou les papas, on va dire, se mettent à l'esprit qu'il y a un travail d'aliénation qui est derrière. Moi, je pense qu'il faut... le plus important, c'est de garder un dialogue avec son enfant et ne pas le persécuter par des questions, quand même, qui ont un sens derrière. L'enfant est intelligent. Il perçoit les choses. Et vous avez même, je vous dirais, en situation clinique, j'ai eu à rencontrer des enfants qui sont très, très adaptatifs et très intelligents. Ils savent quoi dire à l'autre parent et ne pas dire. Et pour garder cet équilibre précaire que ses parents ont trouvé en situation de séparation ou en préparant le divorce. Donc, il ne faut pas venir encore fragiliser cet enfant en allant le persécuter par des questions et par des dénigrements, par des mises en faute de l'autre parent. Mais il ne t'a pas fait bien manger, il ne t'a pas bien préparé à manger, il ne t'a pas lavé, il ne t'a pas bien coiffé. Ça passe par ça, en fait? Oui, ça peut passer par des choses du quotidien. Mais c'est implicite, encore une fois, mais c'est porteur de sens. Exact. Donc, l'idée, c'est que le parent sain puisse sortir de l'emprise de l'aliénation. Donc, il faut d'abord en prendre conscience. En prendre conscience. Mais comment en prendre conscience, justement? Donc, avec la transformation de l'enfant, donc il y a des symptômes, on le voit.
Donc, comme je vous ai dit, avec un raisonnement manichéen, l'un est gentil, l'autre est méchant, l'entrave de la relation. Il y a aussi l'enfant commence à s'éloigner du parent et il y a des accusations peut-être complètement fausses et assez graves d'un parent envers un autre. Et puis, lorsque, par exemple, en consultation, je reçois des enfants qui me disent j'étais chez mon papa et quand j'ai fini le dimanche soir, je suis retournée à la maison et je suis partie dire à maman qu'elle était très méchante parce que, je vous donne un exemple, parce qu'elle a pris, par exemple, tous les sous de papa. Donc, en rentrant à la maison, la maman, elle est dans tous ses états et donc, du coup, elle peut aussi aggraver la situation. Et donc, grossir, si vous voulez, l'escalade, si vous voulez, de la... Je n'ai pas pris les sous de papa, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a... De la calomnie, c'est-à-dire qu'elle va pas grossir tout ça. Ceci dit, elle peut, comme ce qu'on appelle, utiliser des mots simples, des truismes, des évidences. Ce qu'a dit ton papa, c'est son avis, c'est son opinion. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Tu es un enfant, je te donne la permission de ne pas te mêler des affaires des grands. Nous sommes adultes et tu as le droit surtout d'aimer tes deux parents. Donc, du coup, on donne l'autorisation à l'enfant de sortir de tout cela. Mais l'enfant, si l'enfant rebondit, il dit « Oui, mais papa m'a dit que… » C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui donner cette possibilité de positionnement. Il faut sortir de ce cercle. C'est un jeu à deux. Si l'un sort de ce jeu, la partie est finie. Donc, c'est pour ça que le parent sain doit pouvoir sortir de cette situation-là, en ayant des évidences, des mots simples, des mots clairs, et en donnant la permission à l'enfant de sortir de ce jugement. C'est ça. Mais encore faut-il avoir cette lucidité pour comprendre que l'enfant est sous l'emprise de l'autre parent aussi. Il faut que le divorce, généralement c'est lorsque le divorce se passe de manière très compliquée et où la relation affective des parents n'est pas encore terminée, qu'il y a encore beaucoup de problèmes entre les deux. Mais ceci dit, il y a souvent une partie qui est plus forte et une partie qui est victime. Donc cette partie qui est victime, il faut surtout qu'elle sorte de ce jeu de rancune, pour que l'enfant puisse ne pas se positionner et rester dans la neutralité. Quand vous dites il y a une partie qui est victime, c'est… C'est la partie qui est saine, qui n'est pas manipulatrice, qui n'est pas aliénante. Alors, justement, quelles sont les conséquences sur les enfants de cette manipulation-là, docteur? Alors, permettez-moi juste, avant de parler des conséquences, les symptômes sont assez spécifiques. D'accord. Au-delà effectivement d'insultes ou de dénigrement à l'encontre de l'autre parent, vous avez, quand vous posez la question, nous, en tant que professionnels, à l'enfant par rapport aux arguments. Et quand on veut, c'est quoi les preuves? Quelles sont les preuves par rapport à ces propos que tu tiens? Il n'y a pas d'arguments, ou des arguments absurdes. C'est papa qui l'a dit, c'est maman qui l'a dit. Non, parce que, par exemple, il m'a obligé à sortir les poubelles, il m'a obligé à mettre la table, il n'y a pas de lait dans mes céréales, voilà. Et vous avez des phrases empruntées à l'adulte, aux parents aliénants, généralement. Vous avez, il n'y a aucune ambivalence possible. C'est le bon parent et le mauvais parent. Il n'y a aucune ambivalence. Mais qui vous amène ces enfants? Est-ce que c'est le parent qui manipule ou c'est le parent qui souffre de la manipulation? Généralement, c'est le parent qui souffre de la manipulation. D'accord. Et il faut dire quelque chose quand même, que généralement, on a maintenant les deux situations. On a des mamans et des papas qui ramènent leur enfant en préparation de divorce, pour justement éviter effectivement ce drame, on va dire, ou même quand il y a effectivement des prémices de cette aliénation, redresser la barre un petit peu, parce que quand l'autre parent est, on va dire, il écoute, quand c'est quelqu'un, voilà, quand c'est un professionnel neutre. Voilà, les choses se passent mieux. Il est capable d'écouter même des fois après plusieurs consultations, plusieurs temps de voilà. Il met du temps, mais il finit par y adhérer. D'accord. Alors je reviens aux conséquences. Les conséquences, comme vous imaginez, sont dramatiques. C'est un abus. Il est classé donc parmi les abus psychologiques et émotionnels de l'enfant. Vous avez, on prive cet enfant d'une de ses racines, et donc vous avez un problème de construction identitaire de l'enfant. Vous avez, parce qu'on le coupe de son père, par exemple, ou de sa mère, mais aussi de la branche familiale. C'est les grands-parents, les oncles, les tantes. C'est une véritable maltraitance. Voilà. Et vous avez une attitude de méfiance et de doute par rapport aux autres, et donc un impact sur les relations sociales futures et sur les compétences sociales de l'individu, de l'enfant plus tard adulte.
et un terrible impact sur l'estime de lui-même. Alors là, c'est... On va développer justement comment tout cela se traduit au quotidien de l'enfant et puis dans son quotidien d'adulte, comment ça façonne sa personnalité pour créer un peu plus d'impact chez nos téléspectateurs. Alors, on le remarque aussi, ça aussi dans notre contexte social, ce dénigrement, parfois c'est le père ou la mère, mais parfois c'est la branche familiale. C'est-à-dire que ce n'est pas la mère directement qui va dénigrer le père, si on devait prendre l'exemple, mais ce sont ses parents à elle qui vont dénigrer ton père, même si la mère n'est pas d'accord, mais l'attitude des grands-parents est comme ça. Est-ce que l'impact est le même ? Ou bien on parle de syndrome d'aliénation parentale, principalement quand c'est de parents directs et non pas de grands-parents, donc de tantes. Généralement, c'est de parents directs. Mais après, c'est complètement culturel dans notre société que les grands-parents soient attaqués ou pas. Mais l'aliénation parentale, c'est un parent envers son enfant. Il instrumentalise et il met toute son obstination justement à dévaloriser l'autre et surtout à le dégrader, à lui inculper toutes les possibilités, toutes les méchancetés ou tout ce aussi qu'il n'a pas fait. C'est pas automatiquement réel. Tout à fait, absolument. Alors, je vous propose de prendre l'avis à présent d'un professeur de psychologie à l'Université internationale de Casablanca. Monsieur Redam Hasni a été rencontré par nos équipes. On regarde. Comme tous parents qui souhaitent divorcer vont se faire conseiller par des avocats. Je pense qu'il est important de se faire conseiller aussi par des psychologues pour comment entreprendre cette question, cette procédure du divorce qui risque d'être très traumatique pour l'enfant, qui risque d'être aussi traumatique pour les parents. Mais il est important de penser aux plus démunis, aux plus faibles que sont les enfants. Et à partir de là, je pense qu'un certain nombre de parents ignorent cette question-là et s'engagent volontiers dans une dynamique de présenter l'autre comme un parent abandonnique, comme un mauvais parent. Pour autant, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire le rejet d'un autre parent et sans qu'il soit justifié par une maltraitance de ce parent ou un rejet de ce parent. Mais cela est en lien avec l'attitude que le parent est en train de véhiculer. Il faut faire très attention, à mon avis, à ce qu'on dit en présence de nos enfants, à ce qu'on dit de l'autre parent. Si notre discours, notre parole est une parole aimante, est une parole qui met en valeur l'autre père, qui intègre l'autre parent dans le discours, je pense que c'est important pour l'enfant d'avoir une harmonie d'équilibre et d'apprentissage. Alors justement, Monsieur Redam Hasni disait faire attention à ce qu'on dit en présence d'un enfant. Donc, c'est pas forcément ce qu'on lui dit de l'autre, mais ce qu'on dit aussi à côté de lui. Et ça, c'est culturellement aussi, on le remarque malheureusement dans ce genre de situation. On parle de l'autre parent, de l'autre conjoint, à voix haute. À côté de l'enfant, on se dit non, il ne fait pas attention, non, il ne comprend pas, non, mais je ne lui parle pas de lui, je parle de façon générale. Ça aussi, c'est un impact à ce niveau-là, docteur ? Bien sûr, l'enfant est une éponge, il absorbe tout ce qui l'entoure. Donc, des allusions, ne serait-ce que dans des comportements, des attitudes, des fois c'est implicite, le plus souvent c'est implicite, c'est pas explicite, c'est pas des paroles qu'il va entendre. Des fois heureusement que je suis là pour faire avec toi tes devoirs, c'est pas l'autre parent, c'est pas ton père qui pourra faire tes devoirs. Heureusement que je suis là pour t'emmener chez le médecin. Heureusement, voilà, donc c'est des choses. Donc il faut rien dire. Ben oui. Absolument rien dire de l'autre. Je veux dire, on a des qualités et des défauts. Ouais. Je veux dire, tout un chacun. On ne va pas aller ressortir que les failles et les mauvais côtés de l'autre parent. Il a des côtés positifs, ne serait-ce que faire valoir son droit de visite. Ce parent qui reçoit son enfant, malgré tout. Ça veut dire qu'il tient à cet enfant. Mmh. Mais je vous donne un cas. Vous avez, par exemple, un père qui ne subvient pas aux besoins de ses enfants, d'accord ? Donne pas la pension ou donne une pension minime parce qu'on va dire qu'il a présenté les mauvais documents au moment où il fallait juger de cette pension alimentaire, ne voit ses enfants que très rarement, ne respecte pas les rendez-vous qui lui ont été octroyés, mais les voit à sa guise. Et donc, cette mère, on va dire, est excédée par ce père, par l'attitude de ce père.
Et les enfants à côté ont des demandes, ont des revendications, des besoins. Et donc, c'est la maman, on va dire, qui subvient à tous ces besoins. Et un jour, sous le coup de la colère, face à une énième demande de la part des enfants, elle expose en disant « Écoutez, on fait avec ce qu'on a, votre père ne donne rien pour vous, c'est moi qui prend tout en charge. Donc, il va falloir faire avec ce qu'on a. » Donc, en quelque sorte, elle étale la réalité des choses, mais c'est une réalité qui est blessante. Alors, est-ce qu'il faut... Parce que j'ai rencontré une dame dans ce sens-là en préparant l'émission, et elle est dans cette situation-là. Et elle me dit, je ne sais pas si j'ai bien fait de leur dire la vérité sur leur père, mais c'est leur réalité à eux, ou bien c'est ce que tu es en train de me dire, Yasmine, est-ce que je suis dans le syndrome d'aliénation parentale? Justement, je pense que le syndrome d'aliénation, c'est bien plus grave que cela. Le syndrome d'aliénation, c'est lorsqu'un parent manipule un enfant dans le but d'enlever, si vous voulez, de discréditer l'autre parent. Voilà, c'est de le discréditer. Et lorsque il utilise son enfant, il l'instrumentalise. Mais là, c'est une revendication. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, c'est ça. C'est un ras-le-bol, c'est autre chose. Voilà, mais en même temps, l'image du père est égratignée chez ses enfants. Ça reste quand même... Parce que comme on a dit, dans le contexte de l'aliénation parentale, ce dénigrement et cette destruction de l'image de votre parent survient tant bien même que le parent soit compétent. C'est ça. Vous comprenez? C'est une différence importante à retenir. Ce parent est compétent, paye sa pension alimentaire, subvient voilà, il est présent, il est à l'écoute et on peut avoir ce tableau-là. De ce dont on parle là, c'est autre chose. Ok, mais quand l'autre parent, on va dire, est démissionnaire... Ça, c'est démissionnaire. Et démissionnaire, voilà. Est-ce que la maman est en droit de dire la vérité à ses enfants, ou il faut pour la construction psychologique de ses enfants, il faut quand même qu'elle garde un semblant de bonne image du père? Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est de ne pas détruire, de ne pas dire du mal de l'autre parent directement. Généralement, les enfants qu'on reçoit, ils le savent d'une manière implicite. Ils savent comment les choses se passent. Ils savent que c'est leur mère qui subvient à leurs besoins. Ils savent que c'est leur mère qui fait attention aux frais de chaque chose. Et que, voilà, parce que c'est elle qui paye tout, l'école. Ils voient bien tout ça. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de venir encore une fois... voilà. Quand l'enfant est plus grand, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, de ses capacités d'intégrer les éléments, voilà, et qu'il est capable de plus grand, faire... On pense à l'adolescence, et l'adolescence, on se dit, il est capable de comprendre, mais il est en même temps très fragile. Est-ce que ça ne va pas venir le perturber encore plus? Est-ce qu'il ne va pas venir se sentir abandonné, délaissé par son père? Dans l'exemple qu'on est en train de traiter, ça peut être l'inverse, bien sûr. C'est-à-dire que si le papa s'amuse avec l'enfant et lui donne un temps de qualité, après l'enfant n'est pas en mesure de juger est-ce que l'argent est donné par le papa ou par la maman. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment un discours, un sujet de grand. Oui. Parce que l'enfant ne sait pas qui donne l'argent au final. Et même s'il sait qui donne l'argent, ça ne le dérange pas peut-être s'il passe du bon temps avec l'autre parent. C'est un problème vraiment de la maman qui, justement, n'a pas les moyens nécessaires. Mais ce n'est pas le problème de l'enfant. C'est le travail de l'adulte et cette capacité d'être mère, d'être parent, de prendre sur soi. Ouais. Et de dire quel est l'important pour moi, l'intérêt de mon enfant. Alors je vais donc pouvoir digérer ce ressenti et cet élément d'injustice, on va dire, ça, exact. et le digérer et faire un travail personnel. Ça concerne le travail personnel et l'adulte. Ouais. Mais tant que mon enfant, par contre, il est reçu d'une manière effectivement agréable, sécurisante, affectueuse par l'autre parent, tant bien, même s'il n'est pas ne remplit pas ses fonctions, on va dire, de parentales par rapport à la pension, je dirais, matérielle. Il y a le côté affectueux, il y a d'autres côtés, quand même, qui sont quand même pas négligeables. Donc je pense qu'on est capable quand on est quand même bien constitué, on est une certaine sérénité et sain d'esprit, on est capable de passer au-delà. Et à partir de là, on évite l'aliénation. Et à partir de là, exactement, on évite le syndrome d'aliénation. Et on évite toutes ces conséquences que l'on va traiter dans quelques instants. Merci beaucoup, mesdames. On reste ensemble sur Média TV, Zinab Lamati, Soraya Dormi, et on revient pour continuer cette discussion autour du syndrome d'aliénation parentale dans On se dit tout. À tout de suite. Sur Média TV, on continue cette discussion aujourd'hui sur le syndrome d'aliénation parentale. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous proposais une autre thématique
parents, réussissez votre divorce. Et je vous disais en fait que lorsque le couple, on va dire conjugal, ne fonctionne plus, eh bien, il faut que le couple parental soit solide pour les enfants. Nos enfants nous doivent au moins cela lorsque notre vie à deux ne fonctionne pas. Pourquoi je vous rappelle tout ça? Parce qu'en fait, quand ça marche mal, après le divorce, eh bien, il peut y avoir des dérives. Et parmi ces dérives, il y a le syndrome d'aliénation parentale. C'est l'emprise, la manipulation d'un des parents ou des deux peut-être aussi des enfants. Et cela a des conséquences dramatiques sur leur développement. On en parle ce matin justement avec vous, Zineb Lamati et Soraya Dormi. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Donc, je le disais il y a quelques instants, est-ce que on va dire, dans certains cas, on peut avoir ce syndrome de la part des deux parents. C'est-à-dire cette manipulation de la part des deux parents. Les deux manipulent l'enfant. Et là, on va dire, c'est un cas extrême. C'est un cas extrême, c'est catastrophique pour cet enfant parce qu'il ne peut pas s'en sortir. sortir. C'est ça. C'est vraiment, c'est un cas extrême, mais c'est des choses qu'on peut voir, effectivement, qu'on peut voir en pratique clinique. C'est possible. Alors, conséquences, parce que si on en parle, c'est pour dénoncer ce qui peut se passer dans la construction de cet enfant. Conséquences de cette aliénation parentale sur l'enfant, ça donne quoi ? Alors, comme j'ai dit, les conséquences sont dramatiques et sont à long terme. C'est quelque chose qui peut aller jusqu'à la vie adulte de la personne. C'est effectivement une crise identitaire. Puisqu'on va couper cet enfant d'une de ses racines et la structuration identitaire ne va pas se faire comme il le faut. Ça donne quoi? Des enfants qui sont perturbés, qui sont tristes, qui sont perdus? Ça, on peut avoir tous les troubles en psychopathologie, les troubles anxio-dépressifs, les troubles de difficultés scolaires, les troubles intentionnels. On peut avoir toute la pathologie, toute la panoplie de la psychopathologie chez l'enfant. En fait, c'est comme ça qu'ils débarquent chez vous, ces enfants? À travers un symptôme. À travers un symptôme. Un symptôme, et derrière le symptôme, effectivement, on va découvrir la cause. Il y a aussi celui de la confiance en soi, qui est très dévalué, qui est très dégradé. Et puis, il y a aussi la confiance en l'autre. Ben oui. La confiance en l'autre qui est complètement perdue. Donc aussi l'adulte de demain, lorsqu'il doit refaire sa vie, c'est compliqué. Mais vous, en tant que coach Zineb Lamati, mais aussi en tant que coach scolaire, est-ce qu'il vous arrive de diagnostiquer en quelque sorte ce problème à travers, on va dire, l'accompagnement scolaire? On vous amène un enfant pour des difficultés scolaires? Pour des difficultés scolaires, et c'est un enfant qui est entre un papa et une maman, dévasté entre deux idéologies complètement différentes, un duel de loyauté, il doit toujours se positionner, toujours un sac plein d'habits, il ne sait pas où est-ce qu'il doit passer la nuit. Donc ses affaires sont entre le bureau et entre la chambre de l'autre côté. Franchement, pas de très bons résultats scolaires. Et puis, il a d'autres choses en tête. C'est-à-dire que ses préoccupations sont ailleurs. Un enfant doit être élève et bien travailler, ou donner juste son attention, ou donner juste la majorité. Non, là, cet enfant, il est ailleurs. Il réfléchit à autre chose. Il est perturbé, au fait. Et quand il est perturbé, donc moi, je travaille avec lui la méthodologie scolaire, la confiance en soi, je travaille avec lui les méthodes d'apprentissage, la mémorisation, et puis je l'envoie aussi vers un psychologue pour qu'il puisse travailler avec lui tout ce qui est autour de l'aliénation parentale, pour qu'il puisse s'en sortir. Pédopsychiatre, ou bien pédopsychiatre, évidemment. Un thérapeute, et puis surtout qu'il puisse être dans la neutralité et pas oublier, si vous voulez, l'affect qu'il a construit avec l'un des deux parents. Parce qu'il en oublie même tous les souvenirs qu'il a eus avec l'un des deux parents. Et même toute la branche, comme on a parlé, toute la branche maternelle ou paternelle. Il n'arrive plus à se positionner. Pour lui, c'est soit noir, soit blanc. Et vous avez justement aussi des enfants qui partent passer des vacances ou des week-ends avec le parent qui est parti de la maison. Et le parent vous dit, ou sa famille aussi, les grands-parents vous disent, quand il est là, quand cet enfant est là, il est triste. Il n'a pas envie d'être là. Il ne profite pas. Il est dans son coin, dans son téléphone, sur son smartphone, et puis il n'a pas envie d'échange. Il est dans cette loyauté vis-à-vis de l'autre. Il est préoccupé, il est dans cette loyauté. Il faut dire que le parent aliénant, il va l'appeler au téléphone, il va lui dire que tu me manques, par exemple, et donc il est pris par sa culpabilité. Moi, je suis là, je m'amuse et j'ai abandonné ma mère ou mon père. Il est préoccupé. J'aime bien le terme préoccupé. C'est vraiment le terme qu'il faut retenir. Il est préoccupé. Il n'est pas libre
de son temps, de son jeu, voilà, comme les autres enfants, il est préoccupé par l'état de l'autre parent, par l'état affectif de l'autre parent. Voilà, c'est comme un chantage affectif, effectivement. C'est un chantage affectif où il est le seul à pouvoir décider. Exact. Mais c'est complètement ahurissant parce que comment peut-on demander à un enfant de choisir entre un père et une mère? Mais vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une maltraitance. C'est une maltraitance et celui qui le fait, il a un problème. Il a un problème. Oui. Voilà, celui qui le fait n'a pas la lucidité de dire ce que vous, les spécialistes, vous dire. C'est ahurissant de demander à un enfant, c'est que lui-même a un problème au niveau de sa construction, au niveau du lien affectif. Donc, par exemple, le parent, on va dire... aliénant ou manipulateur. C'est ça. Mais par exemple, le parent sain, lorsqu'il détecte ça et qu'il emmène l'enfant chez le spécialiste pour la prise en charge, il faut bien que la source arrête. Il faut bien que le parent aliénant arrête. Comment vous arrivez à l'inclure dans la prise en charge? Et pourtant, il pourrait être dans le déni. Tout à fait. Complètement. Nous, on donne la place à l'autre parent. Dans la consultation, même s'il est amené par le parent victime, où on va dire voilà, on va donner la place à ce parent-là, on va l'inviter, on va le contacter, on va l'inviter à venir. Généralement, ils viennent. Ils viennent pour l'enfant. L'enfant. Après, bien sûr, on n'est pas dans un... On se recentre sur l'intérêt de l'enfant. Mais vous dites, voilà, votre enfant souffrirait de ça parce que, éventuellement, il y aurait ça à la maison. On va, des fois, on a besoin de signifier, en tout cas, pour un petit peu avoir quand même un changement de comportement et d'attitude du parent. Mais quand on est dans le syndrome d'aliénation parentale et que vous avez des personnes vraiment perturbées psychologiquement, ils ne vont pas s'arrêter de sitôt. C'est vraiment, on doit aller à une procédure judiciaire. C'est la justice qui, carrément, des fois, doit intervenir. Donc, ça dépend des cas de figure. Parce que la relation entre les parents n'est pas aboutie. Et comme elle n'est pas aboutie, l'autre parent qui est manipulateur, il va lui dire, peut-être que c'est son attitude qui lui dit, tu n'auras mon amour que si tu détestes l'autre parent. Mais c'est son attitude qui lui dit. Donc l'enfant, il fait corps avec le parent manipulateur. Et puis il le suit. Il fait ce qu'il lui demande. C'est ça. Parce qu'il y a ce besoin de l'affection, d'affection. Effectivement. Oui. Mais en tout cas, l'attitude que doit adopter le parent manipulé, ciblé, on va dire, ou victime, le parent sain. Ou aliéné, voilà, le parent sain, c'est de faire valoir par contre son droit de visite. Malgré tout, il doit absolument garder ce lien avec cet enfant-là et lui parler, mais surtout ne pas dénigrer l'autre parent, qu'il ne fasse pas qu'il ne rentre pas dans le jeu, on va dire, du parent aliénant et qu'il puisse... Mais comment il peut créer D'accord, faire valoir son droit, par exemple, de visite, mais comment retisser le lien? Parce que le lien a été rompu complètement, exactement. Comment le recréer avec un enfant qui met une barrière avec son parent, qui est dans le refus du lien? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, je le reconnais. Ça prend du temps. Mais quand cet enfant voit cette résilience chez le parent, victime. Il s'accroche à lui. Il s'accroche. Il finit par... voilà, vous savez, ces souvenirs refoulés des anciennes expériences, des anciens moments passés, ils sont toujours là. Hein. Ils ne sont pas vraiment si loin ils n'ont pas disparu, ils sont là. On va les faire revivre. À travers le lien avec la famille, avec les cousins, les oncles, les tantes. Vous voyez, donc il y a toujours matière à travailler. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Le parent sain, il a tout son rôle à jouer, au fait. Oui, ça. Il ne faut pas abandonner. C'est lui, tout le challenge repose sur lui, pour qu'il puisse donner l'exemple à l'enfant et de lui dire un parent, si vous voulez, qui est gentil, peut être fort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Donc c'est là où il y a tout le paradoxe, c'est que même si je suis gentil, je peux aussi être fort. C'est ça. Et c'est à ce parent, justement, de sortir cet enfant de cette... Voilà, et surtout utiliser des mots simples, des évidences, et non pas aller dans la complication et puis rentrer dans des complications encore plus... Alors, par rapport à cette relation toxique, est-ce que c'est surtout les plus petits qui en souffrent? Ou bien ça peut être même, on va dire, des jeunes adultes qui sont encore ancrés, qui n'ont pas la possibilité... C'est possible. Tout le monde est concerné. Tout le monde petit et grand. Tout est tranche d'âge. C'est encore plus flagrant, plus destructeur sur les petits, quand même. Parce qu'ils n'ont pas encore cette maturité, cette capacité, cette distance qu'on peut avoir, que peut avoir un plus grand.
pour garder ses ressentis. Et comme je vous ai dit, généralement, quand ils sont assez intelligents et adaptatifs pour se positionner selon le parent. Et puis, donc, pour garder cette distance et cette neutralité. Alors, vous avez par exemple des adultes qui nous suivent aujourd'hui et qui se reconnaissent dans un vécu pareil. C'est-à-dire, ils sont enfants de divorcés, de couples divorcés, et ils se retrouvent dans ce système-là d'aliénation parentale. En général, quel est le vécu à l'âge adulte de ces enfants? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont capables de reconstruire quelque chose, de reconstruire quelque chose avec le parent qu'on a en quelque sorte repoussé? Est-ce qu'on est capable de reconstruire, d'avoir une vie, ou bien il faut quand même un suivi? Qui sont ces enfants aujourd'hui devenus adultes? J'en ai vu justement au sortir de l'adolescence, effectivement, quand ils vont partir faire leurs études, par exemple, il y a ce recul qui est là, qui leur permettent quand même d'analyser les choses et de voir les choses autrement. Et de reprendre le lien avec le parent, je veux dire, cible ou victime, sur d'autres bases. C'est possible. C'est possible. Alors par rapport à cela, je connais des enfants qui ont grandi dans l'aliénation parentale et qui ont changé de camp au fur et à mesure. À l'âge de 23-24 ans, quand cet enfant est devenu adulte et s'est marié, s'est retranché du côté de la maman qui avant était le parent manipulateur et qui aujourd'hui est devenu le parent sain. Donc parce que cette personne a vécu la maternité, elle s'est surtout rapprochée de la maman. Et puis ensuite, voilà, avant, ce n'était pas le cas. Ensuite, donc du coup, il y a une migration, il y a une mutation. Un changement dans les... Un changement, mais c'est... Mais ça peut se faire naturellement, ou on traîne quand même un fardeau, on traîne quand même un vécu, on traîne quand même un ressenti. De l'aide, c'est important. On le traîne toute sa vie. Toute sa vie, il faut le dire. Mais après, on le gère. On le gère. On le gère. C'est des personnes qui peuvent avoir des relations atypiques avec l'autre. Même dans le couple, ces personnes-là peuvent avoir une relation d'adhésivité avec leur compagnon ou leur conjoint qui peut être pathologique et nuisible pour la relation du couple. Donc, effectivement, il faut un travail. Je pense que quand on arrive à l'âge adulte, on peut faire ce travail-là sur soi. Mais il reste quand même les séquelles sont là, mais on va les gérer. Ça ne va pas empêcher de fonder une famille, de tisser des relations plus ou moins saines, de vivre sa vie. Mais on va avoir des petits tiroirs où on va ranger ces petits... Ces petits, on va dire, démons, on va les ranger quelque part, qui ne sortent pas comme ça à n'importe quel moment. Mais vous savez, ce syndrome d'aliénation parentale, parfois il s'exerce au sein des foyers, même des couples mariés vis-à-vis des enfants. Vous avez des couples, quand ça se passe mal entre eux, et ça peut être des moments de crise, sans que cela n'aboutisse à un divorce. Vous allez avoir un parent, la mère par exemple, ou le père, qui va parler mal du mari, du papa, qui va l'insulter à côté des enfants, qui va déverser toute la colère qu'elle a de lui à côté des enfants, même quand il n'est pas là. Donc, alors, moi, je me suis avancée à dire c'est aussi un syndrome d'aliénation parentale. Est-ce que ça l'est? C'est pas une aliénation, c'est pas le syndrome d'aliénation parentale dont on a parlé, mais comme on a dit, c'est un travail on ne fait pas attention à ce qu'on dit devant les enfants, généralement. Et j'ai eu beaucoup besoin d'en parler dans mes consultations, effectivement, quand le parent ramène l'enfant pour un symptôme, pour des difficultés scolaires. Et on trouve que voilà, une évaluation, et il n'y a pas de difficultés structurales, on va dire d'apprentissage, mais qu'il y a un environnement parental ou familial toxique, effectivement, il y a de la maltraitance, de la violence verbale, pas de la maltraitance nécessairement physique, mais de la violence verbale qui va préoccuper encore une fois un enfant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir, mesdames. Merci beaucoup d'avoir on va dire, ouvert les yeux de nos téléspectateurs sur ce sujet du syndrome d'aliénation parentale. Je reste avec justement nos téléspectateurs pour le sujet santé. Zineb Lamati, coach parental certifié, et Soraya Dormi, pédopsychiatre. Mesdames, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À tout de suite. Nous, on reste ensemble.
donc nous sommes installés à présent avec le docteur Soumeya Ouazani, ophtalmologue, pour faire le point sur les lentilles. Lentilles de contact et lentilles cosmétiques, quel mode d'emploi? Le point avec vous, docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Merci pour vous. Alors, on va commencer, on va dire, par les lentilles cosmétiques. Ce qui est très tendance actuellement, changer de couleur de l'iris selon ses envies. Est-ce que c'est, on va dire, sans conséquence, docteur Soumeya Ouazani, pour vous en tant que médecin? Alors, la lentille cosmétique est devenue un accessoire de beauté qui est couramment utilisé partout. C'est un accessoire qui est vendu un peu dans les magasins, chez les coiffeuses, dans des lieux publics, et d'où la gravité de la chose, parce qu'il n'y a aucun contrôle sur cet objet, ou bien cet objet d'accessoire de beauté. Et donc, c'est ce qui fait la gravité de la chose. Donc, la lentille cosmétique, c'est un corps étranger qui est mis en contact de l'œil. L'œil, c'est un organe qui est très fragile. Bon, personnellement, en tant qu'ophtalmologiste, ces lentilles cosmétiques, je les déconseille parce que c'est des lentilles qui ne sont pas dépourvues de risques. D'accord. Alors justement, qui ne sont pas dépourvues de risques, c'est des lentilles qui se sont banalisées, vulgarisées. Enfin, on a l'impression que c'est un complément de maquillage à ce point, mais pourtant, ça va se placer sur l'un des organes les plus sensibles du corps, à savoir les yeux. Qu'est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez pu voir comme conséquence de ces ports de lentilles? Alors, cette lentille cosmétique, tant qu'elle n'est pas sous contrôle, c'est une lentille qui peut être de mauvaise qualité, c'est une lentille qui peut être périmée. Donc, l'œil, comme vous avez dit, c'est un organe qui est très sensible, et surtout la cornée. Donc, la lentille cosmétique ou n'importe quel objet qui est en contact avec l'œil, il peut tout simplement agresser la qualité du film lacrymal, il peut causer des kératites sévères. Ça veut dire quoi, une kératite? Alors, la kératite, c'est-à-dire c'est une ulcération de la cornée qui peut être superficielle, qui peut être profonde et qui peut se surinfecter et donner carrément un abcès de cornée, voire des fentes purulentes de l'œil. Okay. C'est ce qui fait la gravité de la chose. Et c'est des choses que vous voyez? Et c'est des choses qui sont courantes et qu'on voit. Très bien. Alors, et justement, lorsque les patientes se présentent à vous, elles vous disent c'est à la suite du port d'une lentille cosmétique? Soit des lentilles cosmétiques, soit des lentilles souples pour correction d'amétropie sévère ou quelque chose. Mais mauvais usage. Surtout mauvais usage, oui, exactement. Exactement. On va arriver aux lentilles de correction dans un petit moment. Toujours par rapport à ces lentilles de contact, à ces lentilles cosmétiques, tout le monde pense qu'il n'y a pas de risque et que c'est pour, en fait, toute personne. Est-ce qu'il y a véritablement de grosses contre-indications pour ces lentilles cosmétiques? Tout à fait. La lentille cosmétique, c'est un corps étranger. Donc, si on a un œil qui est sec et la lentille qui est portée continuellement, elle va aggraver cette sécheresse oculaire et elle peut causer carrément des infections. Donc, ça, c'est des contre-indications vraiment absolues. C'est la sécheresse oculaire. S'il a des problèmes de voie lacrymale, s'il a des problèmes de malposition palpébrale. Mais ça veut dire quoi, ça? La malposition palpébrale, c'est-à-dire soit un ectropion, une paupière qui est inversée à l'intérieur ou à l'extérieur, donc des voies lacrymales imperméables. Donc, ça, on le sait quand on l'a. Certaines gens le savent, d'autres non. Donc pour eux, c'est porter la lentille pour un petit moment, pour se faire beau ou belle, alors que ça peut menacer carrément le pronostic visuel. D'accord. Alors, est-ce que par exemple, vous, aujourd'hui, vous êtes carrément prête à dire aux téléspectateurs, bannissez les lentilles cosmétiques, ou bien, en tant que spécialiste, vous savez qu'on ne peut pas carrément interdire aux gens parce que, enfin voilà, on ne peut jamais dire aux gens ne portez pas ces... Mais vous serez plus enclin à porter certains conseils d'utilisation. Au fait, en tant qu'ophtalmologiste, et vu la gravité de la chose, je peux bannir aux gens, je pourrais me permettre de bannir aux gens de ne pas de porter la lentille cosmétique. Oui. Certaines personnes ont tendance à les porter momentanément. Dans ce cas, il faut vraiment que ces personnes se permettent d'aller au moins chez un ophtalmologiste pour voir s'il y a des contre-indications absolues au port de cette lentille. D'accord. Et l'usage, ça serait quoi? Éviter les longues durées, faire attention à l'hygiène? Donc, c'est beaucoup de choses. C'est la limitation de la durée de port. À combien?
Personnellement, moi, je ne suis pas trop adepte de l'anti-cosmétique. Si c'est à moi de conseiller les gens, je leur dirais non. Oui. Donc, de préférence. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences graves. Sinon, il faut les porter une. Mais pour ou 2 limiter heures. les dégâts, on va dire, parce qu'on sait que des gens vont quand même les porter. C'est des règles d'hygiène strictes. Oui. Il faut respecter la date de péremption, il faut respecter les conseils d'utilisation. Donc, ne pas les porter au-delà de 2 heures par journée maximum. Mais maintenant, l'avenir est pour une nouvelle méthode, c'est la kératopigmentation. C'est une technique qui est très récente, qui a été récemment faite au Maroc pour la première fois lors de journées d'ophtalmologique internationale pratique, il n'y a même pas 2 semaines. C'est une technique qui consiste à colorer carrément la cornée pour changer la couleur et avoir la couleur désirée. C'est une technique qui existe aussi en Tunisie depuis un bon moment. Même en Espagne, c'est très courant. C'est une technique qui pourrait limiter un petit peu les dégâts liés aux lentilles cosmétiques, enfin les dégâts infectieuses et irréversibles. Mais cette coloration, elle est réversible ou irréversible? Elle n'est pas réversible, c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa couleur. Est-ce que vous, les médecins, vous avez suffisamment de recul par rapport à cette technique-là? Justement, on vient de la pratiquer pour la première fois au Maroc. C'était à la clinique de l'œil à Casablanca. Et la fille, elle est contente. Elle n'a pas eu de conséquences pour le moment, de conséquences méchantes, et au contraire. Mais on n'a pas suffisamment de recul sur les années. Tout à fait. Bon, voilà. Certainement, on va avoir... On reviendra sur ce sujet. Parfait, quand on aura un peu plus d'informations. Alors, docteur Soumaïa Ouazzani, place aux lentilles de contact, celles qui sont, on va dire, qui s'imposent à la personne. Et justement, pour qui? Pour quel profil de patient? Alors, les indications des lentilles de contact sont un petit peu nombreuses. Il y a des indications à motivation médicale, c'est-à-dire que la personne, quand elle porte la lentille de contact, elle a une meilleure acuité visuelle qu'elle ne pourra jamais obtenir avec des lunettes. C'est le cas des astigmatismes irréguliers, très important. Et dans ce cas, c'est les lentilles rigides qui résolvent ce problème. Ou bien le cas des anisométropies, c'est-à-dire un œil plus grand que l'autre. C'est-à-dire on ne peut pas donner des corrections par lunettes. On ne pourra jamais donner la correction totale d'un œil et l'autre correction plane. Donc toujours, on va avoir des problèmes de binocularité. Donc dans ce cas-là, la lentille rigide ou souple, elle va résoudre le problème et elle va apporter un confort visuel au patient quant à la vision binoculaire. D'accord. Sinon, c'est les myopies fortes, c'est les forts astigmatismes. Voilà. À partir de quel âge, justement? Parce que les enfants se retrouvent à porter des lunettes. Arrivés à l'adolescence, ils ont hâte de se débarrasser de leurs lunettes et de passer aux lentilles. Mais est-ce qu'il y a un âge? Au fait, ça dépend de la personne. Il y a certainement des adolescents qui peuvent se permettre de respecter les règles d'hygiène et tout ça. Dans ce cas, ça dépend de la personne. Si l'indication s'impose, il faut apprendre à l'adolescent de bien se comporter avec sa lentille, souple ou rigide, pour éviter les conséquences justement fâcheuses. Donc, ce n'est pas une question de développement, on va dire... physique de l'œil qui contre-indiquerait le port de lentilles avant un certain âge. C'est avant tout une question d'hygiène? C'est avant tout une question d'hygiène, de responsabilité. Donc c'est surtout pour les adolescents qui sont matures, qui ont ce sens de responsabilité pour porter la lentille et savoir préserver leurs yeux. Alors vous avez dit, docteur Soumaïa Ouazzani, savoir se comporter avec sa lentille. Ça veut dire quoi? Savoir se comporter avec sa lentille, premièrement, c'est savoir respecter des règles d'hygiène, c'est décontaminer ses lentilles avec des produits adéquats, ne jamais échanger sa lentille de contact, soit souple, soit rigide, et bien sûr, respecter la durée de port. D'accord. La durée de port qui est conseillée par le médecin ou c'est une durée standard? Qui est conseillée par le médecin et qui est évaluée à partir de la sensibilité de l'œil face au port de cette lentille. Très bien, parfait. Normalement, une lentille, ça se change à quelle fréquence? Il y a des lentilles qui sont journalières, d'autres hebdomadaires, d'autres mensuelles. Les lentilles rigides peuvent aller jusqu'à 2 ans de port. Donc, au fait, c'est indiqué par le fabricant. Très bien, par le fabricant et orienté aussi également, j'imagine, par vous, par le médecin, tout à fait. Absolument. Pour finir, docteur Soumaïa Ouazzani, est-ce que les lentilles, c'est comme, on va dire, des lunettes? C'est personnalisé avec les degrés
les corrections. Oui, c'est ça. Fait, effectivement. C'est une correction qui se fait au dépend sur des mesures de lunettes et on adapte les mesures de la lentille en fonction de la métropie de chaque personne. Pour les lentilles rigides, par contre, on rajoute d'autres paramètres tels que les rayons de courbure. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Très bien, mais on va dire, c'est personnalisé. Tout à fait. C'est au cas par cas, selon la problématique et la personne. Merci beaucoup, Dr Soumaïa El Ouazani. Vous êtes médecin ophtalmologue à Fès. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Et à bientôt. Merci bien. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité et votre présence avec nous sur Média TV. Très, très bonne suite des programmes. Au revoir.